dans Matin OVNI, nous sommes le 23 mai 2007. Un nouveau jour se lève, ouvrez les yeux, étirez-vous et prenez un café. Mesdames et messieurs, bonjour, Gaëtan, reporter de DHTV, et Gilles Thomas. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI dans le monde. Donc Matin OVNI dans le monde, c'est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement, divisées en 3 parties. Donc commençons tout d'abord par les informations importantes. À partir de cette édition, les émissions Matin OVNI vont être diffusées tous les 2 mois. Les dossiers présentés dans ces émissions vont changer également. Après nous être intéressés aux observations d'OVNI dans des provinces, en Belgique ou en Italie ou en Espagne, je vais vous partager dans chaque édition une hypothèse en ufologie. Dans cette édition, je vais vous faire part de l'hypothèse géophysique ou de l'étude géo-ufologique. Le 23 mai 2017, l'émission Matin OVNI, ou Matin OVNI dans le monde, va fêter ses 10 ans d'existence. Depuis 10 ans, ces émissions ont évolué. En 2007, elles étaient diffusées 2 fois par semaine, puis 1 fois par mois, et à présent 1 fois tous les 2 mois. Depuis combien de temps regardes-tu l'émission Matin OVNI et qu'en penses-tu? Matin OVNI, c'est comme je viens de dire, que j'étais venu en France, j'ai regardé avant aussi, depuis 2009, je sais plus exactement, ces dernières années j'ai regardé. Maintenant, encore une fois, comme j'ai dit, j'étais venu en France, c'est pareil, Matin OVNI, là je suis dedans parce qu'avec la collaboration, fatalement, je regarde. Et voilà, donc tout simplement que si on a un bon complément, quoi. Matin OVNI, j'étais venu en France, à la limite, regardons les deux en même temps. Comme ça, c'est bien, on a un tout complet là. Bon, c'est pas mal, oui. Si on regarde, mettons, les régions, les montagnes, tu sais, au Garpard, on a un cas à Québec, parce qu'une photo d'un humanoïde avait été vue dans c'est une genre de crevasse, si on veut, à Québec, où ce qu'on avait été faire justement notre formation de RR2. Ça, c'est un exemple, ça peut être au-dessus du mont Saint-Hilaire, sans nécessairement que ce soit une maison hantée, mais un lieu peut-être avec un historique chargé, je fais référence au mont Saint-Hilaire. Combien d'observations d'OVNI on a vu au-dessus du mont Saint-Hilaire? C'est réputé pour ça. Groovy Hardwork ont fait une chanson d'intraterrestre sur le mont Saint-Hilaire, tu sais, dans notre folklore québécois. Donc, oui, on a ces places-là ici au Québec qui sont, si je peux parler, mettons, du mythe de la main morte. Ça, c'est Rivière-Chaudière. Donc, c'est intéressant de voir ces lieux-là avec un historique chargé où ce que sont souvent rapportés des phénomènes paranormaux et plus souvent qu'autrement. Si c'est pas de secoupe volante, à 95% du temps, on parle de boules lumineuses, de spectres, tu sais, donc, puis même, ça serait dans des cimetières, tu sais, je veux dire, combien de fois, quand j'entends dire, oh, j'ai vu des boules de lumière dans le cimetière, ben oui, mais c'est peut-être des gaz qui se décomposent, tu sais, c'est explicable, mais c'est de voir qu'il y a toujours ces lieux-là qui ont une historique chargé par rapport aux observations. Peut-être pas de secoupe volante, de tôle, comme à proprement dit, mais de boules lumineuses. Tu sais, je fais référence à un cas aussi, j'ai un cas d'une personne célèbre qui a vu une grosse boule. Elle était dans son salon, on a vu cette grosse boule-là arriver vers elle et repartir de l'autre côté. La boule était aussi grosse qu'une voiture. Puis on parle vraiment quelques mètres de la fenêtre, là. Et puis, pourtant, la boule était en face d'un bloc appartement qui était une coop, genre de résidence coop pour les personnes à la retraite, des choses comme ça. Mais l'importance de l'historique, c'est que c'est l'ancien refuge Morning au Québec.
Est-ce que tu penses que les gens sont un petit peu trop dans leur bulle ufologique? Faut tout d'abord, quand on fait de l'ufologie, se détacher de la partie science-fiction, qui généralement précède tous les phénomènes ufologiques. Comme le dit surtout Bertrand Meeust, il a écrit. Faut se détacher de ça. Quand on est devant la télé, bon, il n'y a pas de problème, on regarde le film, on peut en discuter quelque temps après, etc. Mais à partir du moment où on fait une enquête ufologique ou une enquête ufologique, là il faut rester dans le domaine de l'ufologie. Il faut pas déborder sur la science-fiction, sur les films de science-fiction comme X-Files et compagnie, mais il y a aussi dans d'autres domaines sur lesquels il ne faut pas déborder. Il faut savoir ce qu'est le domaine de l'ufologie et se contenter de ce domaine-là, et enquêter dans ce domaine-là. C'est-à-dire il faut savoir ce que c'est que l'enquête et se concentrer sur l'enquête ufologique. Et il faut faire abstraction de tout le reste. Voilà. Donc c'est comme un policier, il peut avoir vu un film sur une série policière, mais quand il est le soir à la télé par exemple, mais quand il est sur une scène de crime ou de cambriolage ou autre, il doit revenir à l'enquête proprement dite, en faisant abstraction de ce qu'il a vu, de ce qui peut l'influencer, qui pourrait l'influencer lors de sa véritable enquête sur les lieux de crime ou de cambriolage, etc. Et c'est comme ça que ça doit se faire. Et là, il sort de sa bulle, si on peut dire, ufologique, comme tu me disais, parce qu'il fait abstraction de tout le reste et se concentre sur l'essentiel de son travail. Nous sommes dans le carrousel de Marchins. Alors Gaëtan, peux-tu nous dire qu'est-ce que le carrousel de Marchins? Rassure les auditeurs, ce n'est pas un manège. Alors non, c'est pas un manège. Ça fait référence à un manège, pourquoi? Parce qu'un manège, ça tourne. Enfin, le manège traditionnel. Et le carrousel de Marchins, c'est un peu ce qui s'est passé. Le 12 mars 1991, donc durant la vague belge, il faut savoir qu'avant le 12 mars 1991, donc par exemple l'année 90, les observations étaient un peu moins intensives qu'au début de la vague. Et ce fameux 12 mars 1991, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que plusieurs témoins, 10 ou 20 de témoins, ont observé différents phénomènes dans le secteur compris entre Marchins, Houy, Solières. Donc ce secteur qu'on appelait le carrousel de Marchins. Pourquoi? Parce que les observations, comme un carrousel, pendant plusieurs heures de la soirée du 12 mars, ont tourné dans cette région. Donc des triangles principalement qui ont été observés par ces témoins. Et ces triangles faisaient des allées et venues entre la centrale nucléaire de Tihange, mais aussi les petits villages de Marchins, Solières, Jalais, Perouet, etc. Donc voilà, donc ces observations ont vraiment tourné dans ce secteur pendant plusieurs heures, ce qui a amené aux témoins, ce qui a permis aux témoins de voir plusieurs objets, mais qui au final étaient souvent les mêmes, puisque les témoins se trouvaient bien souvent sur la même trajectoire d'un seul engin. Ce qui a permis donc aux témoins, à la SOBEPS, de récolter des témoignages assez similaires. Pourquoi? Parce que les triangles étaient observés par plusieurs témoins quasiment au même endroit. D'ailleurs, plusieurs familles, le même soir, ont observé en discontinu différents triangles. D'autres témoins aussi ont vu un triangle qu'une personne avait vu juste avant, un peu plus loin, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment tout un manège qui s'est passé là cette soirée-là. Et donc, disons que ça peut être une petite vague dans la vague, on peut dire. Voilà, une petite vague dans la vague, parce que il faut quand même un peu prendre conscience que beaucoup de témoins, beaucoup d'observations ont eu lieu dans un secteur qui est très très petit, parce que le secteur compris entre Marchins, Solières et Houy, Perouet, etc., c'est un secteur qui fait que quelques kilomètres carrés, donc c'est pas énorme. Donc voilà, donc la SOBEP ce soir-là était vraiment sollicitée de toutes parts, ils recevaient beaucoup de témoignages en même temps. Alors il y a les enquêtes de terrain qui ont été effectuées, les informations ont été recueillies correctement. Et donc aujourd'hui on peut voir ce fameux carrousel de Marchins, donc le titre carrousel de Marchins avec tout un explicatif, les rapports d'observation, etc. dans le fameux volume 1 de la SOBEPS consacré à la vague d'OVNI belge. Et il est à signaler aussi que dans ce secteur, la roche, enfin la strate de roche, c'est du calcaire.
Ça ressemble étrangement aux dernières études géoufologiques de DHTV qui ont été diffusées en 2014, 2015 et 2016. Et également, il faut signaler que dans ce secteur, il y a des failles géologiques. Passons à présent à l'actualité OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Au Canada, le 11 mars, dans l'Ontario, à Ottawa, observation d'un ovni de forme ovale pendant 4 à 5 secondes. Le 21 mars, dans l'Ontario, à Woodstock, observation de 2 lueurs dans le ciel. Le 24 mars, dans l'Alberta, à Leduc, observation d'un triangle volant. Le 2 avril, dans l'Ontario, à Tillsonburg, observation de lueurs. Le 2 avril, en Colombie-Britannique, à Victoria, observation d'un disque volant. Le 7 avril, dans l'Alberta, observation de lueurs. Le 11 avril, dans l'Ontario, observation d'un ovni en forme de croix. Le 19 avril, dans l'Ontario, à Cobourg, observation de 2 lueurs dans le ciel. Le 21 avril, dans le Manitoba, à Thompson, observation de 2 lueurs de couleur orange. Le 23 avril, en Colombie-Britannique, à Richmond, observation d'une boule de lumière de couleur orange. En Colombie-Britannique, à Nanaimo, observation d'un disque volant. Et le 26 avril, dans l'Ontario, à Orangeville, observation d'un ovni. Au Venezuela, le 8 avril, à Caracas, observation de 9 sphères dans le ciel. Au Pérou, le 17 mars, à Tacna, observation d'un disque volant. En Angleterre, le 7 avril, à Catford, observation d'un ovni en forme de rectangle. Le 10 avril, observation d'un triangle volant. Et le 16 avril, à Londres, observation d'un disque volant de couleur rouge. En Allemagne, le 20 mars, observation d'un ovni en forme de chevron. En Estonie, le 19 mars, à Kulama, observation de boules de lumière de couleur orange. Au Monténégro, le 25 avril, à Podgorica, observation de sphères en formation delta. Au Suriname, le 21 avril, à Wanika, observation d'un disque volant. En Inde, le 11 avril, observation d'une sphère pendant 10 secondes de couleur orange. Le 17 avril, à Ropar, observation d'un étrange objet dans le ciel. Au Japon, le 19 avril, à Chiba City, observation d'objets volants non identifiés. En Australie, le 20 mars, à Nambour, observation d'un disque volant composé de 3 lueurs. Et le 27 avril, à Armardal, observation d'une boule lumineuse de couleur orange. Alors du coup, la géophysique c'est scientifique. On dit d'ailleurs souvent à un enquêteur qu'il doit s'intéresser à tout et qu'il doit avoir de multiples compétences, que ce soit en météorologie, en géographie, en biologie, etc. Donc c'est certain qu'il faut s'intéresser à ces domaines pour étudier les observations, puisque les observations finales, on ne sait pas de quoi il s'agit, et il y a de multiples choses dans l'environnement, etc., qui peuvent provoquer ces phénomènes. Alors l'hypothèse géophysique, justement, c'est toi, Gilles Thomas, qui me l'a mise devant moi. Au départ, si vous voulez, j'avais, comme je viens un peu ce soir de te le dire, j'avais tout ce qu'il fallait pour arriver à ça. Puisque j'ai étudié la géologie, j'ai étudié les failles, j'ai étudié donc les problèmes sismiques. J'ai même retrouvé dans les articles de Lyon Républicain, tu vois, ils sont marqués là, que lors d'un tremblement de terre, on avait vu des boules lumineuses, etc. Donc je le savais déjà depuis longtemps, puisque les catalogues remontent déjà à assez longtemps. Et je les avais fait, j'avais vu les articles, j'avais vu ça dans les articles. Voilà, dans le cadre de l'étude, ce qui est important, c'est l'horizon, c'est l'environnement qui nous entoure. Dans le cadre du projet SOALN et Tracking UFO, puisque Tracking UFO et SOALN se rassemblent, puisque Tracking UFO, à la base, ce projet, c'est un projet d'études environnementales liées aux ovnis. Et alors le SOALN pour les phénomènes lumineux. Alors vu qu'il y a la faille, etc., on peut se poser la question, parce que la faille géologique est active, ça on le sait bien, et donc c'est tout à fait possible d'observer un phénomène lumineux lié à la faille. Donc ça, il faut être attentif à ça, et puis il faut être attentif aussi aux phénomènes lumineux qui sont observés par rapport à leur position, puisque la faille géologique traverse toute la vallée, donc il faut voir, comme je l'ai dit, les mouvements, la couleur, si ça correspond, etc. Alors évidemment, la faille est active, mais n'est pas active tout le temps, donc les phénomènes lumineux sont rares, les activités sismiques sont très rares, mais ça peut arriver. Maintenant, il y a aussi le sous-sol, voilà, il y a la faille, tout ce qui est minéraux, etc. C'est une zone qui est très riche géologiquement, donc il y a autre chose dans le sous-sol qui peut permettre aussi différents phénomènes naturels. Donc il y a ça qu'il faut faire attention.
Donc, j'imagine qu'on fait référence à dire, moi, je pense que les lumières nocturnes, ce sont des boules qui suivent les failles géomagnétiques. Et puis, le jour où toi, tu t'es lancé dans l'étude géophysique, justement, en essayant de faire un rapport entre ce qu'on voit, les phénomènes ovnis et les failles, ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc, pour la géophysique, ben oui, par exemple pour les lumières sismiques, ce genre de choses, il faut absolument s'y intéresser. Pourquoi? Parce que on connaît bien les lumières sismiques, hein, donc ce sont des phénomènes qui arrivent assez rarement quand même, mais qui existent quand même. Et il faut s'y intéresser parce que c'est ressemblant à certains phénomènes qui sont observés, qui sont rapportés aux différentes associations et organisations ufologiques. Parce que par Jean Vézina aussi, Jean Vézina, lui, il est dans les lueurs sismiques. Oui, exactement. Oui, on a ce genre de courant-là et c'est bon de voir que M. Vézina a développé une expertise dans ce domaine-là. Justement, je l'ai appelé pas plus tard que là, 2-3 jours parce que nous avons un cas de boule de lumière qui aurait pu largement l'intéresser. J'ai eu la chance de travailler avec lui à Saint-Jean-sur-Richelieu sur une boule qui a été observée sur une rivière, la rivière Richelieu. Il y a une 50aine de témoins. C'était le 5 janvier 2015 où là nous avons observé, ma compagne et moi, depuis mon domicile en direction du transformateur électrique donc, qui se situe dans le bois juste derrière. Ce qu'on appelait la pile électrique, bon c'est pas une pile électrique, mais simplement c'est que ça avait un effet assez étrange puisque cette boule en fait changeait de couleur par rapport à ses mouvements, ce qui est assez inhabituel. Et donc on l'a observé en début de soirée, il faisait encore assez clair, donc on peut dire que c'est une observation assez diurne. Et cette boule en fait est apparue un peu comme Jupiter au départ, au-dessus de l'horizon, de la colline, en direction de la faille. Et elle est restée là pendant quelques minutes, hein, sans bouger, jaune pâle, fixe, scintillant, voilà, comme Jupiter, normal. Et puis elle a commencé à descendre de quelques mètres. Et puis de là, elle est partie vers la droite. Et là, en faisant justement ce trajet, elle a fait ce trajet en discontinu puisqu'elle s'arrêtait. Elle s'arrêtait au moins 3 ou 4 fois. Et à chaque fois qu'elle avançait, elle changeait de couleur. Donc elle passait du vert à l'orange, au rouge et au bleu. Donc voilà, puis arrivée à l'aplomb de l'antenne, elle a commencé à descendre à l'aplomb de cette antenne, qui est une antenne GSM banale. Et là, elle est devenue rouge vif, rouge très vif. Puis elle passait de l'orange au rouge, sang, et ainsi de suite, donc plusieurs couleurs comme ça. Et ensuite, elle est tellement descendue bas qu'on l'a perdue de vue, parce que derrière, il y a un espèce de creux. Donc on suppose qu'elle a disparu derrière la colline. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette observation s'est répétée 2 jours après, et elle a fait le même scénario. Voilà, la même position, la même trajectoire, à la même heure. Voilà. C'est assez étrange puisque le jour avant, entre les 2 observations, on ne l'a pas réobservé parce que pendant 5 jours au moins, on a observé à la même heure pour voir si on revoyait ce phénomène. Et c'était en discontinu. Donc un jour il n'était pas là, le lendemain il était là. Donc voilà. Tous les domaines scientifiques doivent être pris en compte pour l'étude des phénomènes spatiaux. Voilà. Donc que ce soit le climat, la géologie, la géographie, etc., tout ça. Et puis de toute façon, un bon enquêteur, de toute façon, qui mène une enquête rigoureuse et objective, de toute façon, c'est certain que s'il ne prend pas en compte la géophysique, etc., eh bien son enquête est mal faite, puisqu'il faut absolument passer dans ce domaine-là pour traiter le cas au sérieux. Mais il faut bien se dire qu'il y a des lieux où il se passe seulement une chose une fois, et on peut y retourner 50 fois après, on ne verra rien du tout, on n'entendra rien du tout, et il peut se passer des choses, multiples dans des lieux où on y retournera 1 fois, 2 fois, 3 fois, où on entendra et on verra quelque chose. Hein, ça dépend des lieux. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces lieux qui attirent ou n'attirent pas les ovnis, puisqu'il faut les appeler, on les appelle comme ça en ufologie. Ça, c'est justement tout le but de nos recherches.
Donc voilà, durant la vague belge, il y a eu beaucoup de cas des jarringles de triangle au-dessus de l'autoroute qui relie Liège, Namur et aussi autres autoroutes. Beaucoup les nationales, on a eu beaucoup de témoignages qui faisaient allusion effectivement à des boules lumineuses au-dessus des nationales, des routes de campagne aussi. Voilà, donc il y a une multitude de cas intéressants qui sont reliés à la route. Et là, donc, comme on est arrivé ce soir à Ponceau, on a vu qu'à Ponceau, il y avait des phénomènes ovnis et que, comme par hasard, il y avait une faille qui traversait Ponceau. C'est du nord... Du nord au sud. Nord au sud, on peut dire, hein, nord au sud. Hein. Et donc, on va justement enquêter là-dessus, sur cette histoire de faille, voir s'il y a un rapport, mais il serait pas impossible, puisque, vu les phénomènes tels qu'ils ont été décrits, qu'il y ait un rapport avec cette faille. Mais disons qu'on est en plein dedans en ce moment, hein, on est en plein dedans. Il y a Gilles, tu fais tes conférences sur le sujet en ce moment. Donc c'est une hypothèse qu'il faut surtout pas négliger. Il y avait une personne qui s'en était occupée, j'avais survolé ça dans les années, je sais plus, quand j'ai acheté le livre OVNI en Ardennes de Jean-Michel Ligeron, je crois, si je ne me trompe pas son de nom, où il y avait une carte à la fin où il y avait les failles, où il avait répertorié les failles dans la région des Ardennes françaises, il avait fait un parallèle avec les phénomènes ovnis. C'est la première fois, mais j'avais survolé ça et j'avais lu la page et puis tourné la page en plus, hein, j'avais pas été plus loin. Mais j'avais pris quand même connaissance de ça. Et c'est quand Gilles Thomas m'a reparlé de justement son étude géophysique que ça m'est revenu. Ça m'est revenu à la mémoire, ce genre de choses que j'avais lues, et je lui ai d'ailleurs prêté le livre pour qu'il le regarde, qu'il le lise, etc., et qu'il voit ce qu'il en disait à l'époque. Mais alors donc, disons que Jean-Michel Ligeron en avait parlé déjà, je ne sais pas en quelle année il a sorti le livre, son livre OVNI en Ardennes, mais il en avait parlé déjà depuis un petit moment. Il faisait souvent des conférences avec Jean-Claude Bourret. Alors si ça se trouve, le livre, il est déjà peut-être parlé des années 70 ou 80, ou dans ces moments-là. Voilà, il y a tous des différents paramètres ici dans la vallée qui sont en face de nous, dans notre champ de vision, qui nous permettent d'analyser le phénomène OVNI sous différentes manières par rapport aux endroits les plus propices aux observations, les endroits sensibles. Puisque là, en face de nous, on a, je ne sais pas les compter là, mais il y a énormément de sites dits sensibles en ufologie qui se présentent juste en face de nous. Donc on a toutes les chances d'observer quelque chose. Je tiens à signaler qu'à partir d'automne 2017, sera diffusée sur EDF TV la saison 7 des reportages, qui sera une suite directe de la saison 6, qui portera donc sur l'étude géo-ufologique de la France phase 2. Ainsi, vous découvrirez la suite d'OVNI et failles géologiques, d'OVNI et géologie, d'OVNI axe de communication ou urban OVNI. Nous aborderons d'autres théories qu'il y a dans l'étude géo-ufologique, notamment quelque chose qu'étudie actuellement Rémi Fauchereau, ufologue du département de l'Yonne, c'est-à-dire une relation entre les observations de boules lumineuses et les grottes. Donc il faut absolument pouvoir déjà connaître la géophysique, connaître les différents systèmes qui provoquent des phénomènes dans l'environnement, etc., pour pouvoir les comparer à ce qui est observé par les témoins et essayer de trouver des explications, parce qu'au final c'est ça le but, c'est de trouver des explications. Donc si par exemple on se dit que le phénomène OVNI ou phénomène aérospatiaux non identifié, c'est quelque chose qui est totalement matériel, qui n'a rien, aucun lien avec l'environnement ou ce genre de choses, on n'avancera pas. Hein. À ce moment-là, on tombe dans l'hypothèse extraterrestre pure. Oui, effectivement, il y a des gens qui ont une certaine façon de penser, mais je crois que ces gens-là veulent se perfectionner dans leur théorie. Il y en a d'autres qui veulent absolument pas se mouiller. Hein. Ils vont prendre le cas, vont l'investiguer et ne donnera absolument aucune conclusion de peur de faire rire d'eux. Puis ça, c'est une chose que je veux revenir là-dessus parce que faites-en des conclusions. Faites-en, c'est important. Ouvrez le dialogue à ce niveau-là. Parce que comment voulez-vous qu'on arrive
à aider quelqu'un quand on n'est même pas capable de nous-mêmes se dire, ben écoute, moi je pense que ce phénomène-là est ça. Ou moi je pense que ce phénomène-là pourrait contenir quelques informations comme ça d'après ce que j'en ai déduit. Et c'est pareil pour les phénomènes ovnis. Pourquoi? Parce que on sait que c'est là, c'est lumineux parfois. Bon, quand c'est des engins matériels, c'est tout autre chose. Mais tout ce qui est phénomène lumineux, etc., il faut automatiquement s'intéresser à ces sujets pour essayer de trouver des pistes d'explication. Donc si on fait des recherches sur les failles géologiques, les lumières sismiques, l'environnement voilà, immédiat des témoins, des observations, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que ça peut donner des pistes intéressantes pour trouver des explications. Voilà, c'est la fin de cette édition de Matin OVNI, avril-mai 2017. Je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour la prochaine édition. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette édition, et ainsi tous les auditeurs ou ODH Notes qui regardent ces émissions Matin OVNI depuis le mois de mai 2007. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur ODH TV.